Bonjour à tous. Donc, après avoir essayé d'analyser les raisons proprement intellectuelles d'essoufflement des idées de 68 et des années 1970 dans le cours des années 80, je voudrais maintenant proposer une analyse des causes proprement politiques de cet essoufflement. Et j'en distinguerai trois. La première cause, je considère que c'est la confusion qui a été provoquée par la superposition d'un courant d'idées, ce qu'on peut appeler au sens large du terme le socialisme autogestionnaire, d'un courant politique, la deuxième gauche, et d'une personnalité, Michel Rocard. La deuxième cause politique, c'est ce que j'appellerais le paradoxe de 1981. C'est-à-dire que la gauche est arrivée au pouvoir à ce moment-là avec un programme commun qui était en décalage avec l'esprit des années 70 et de mai 1968. La troisième cause, peut-être la plus importante, c'est ce que j'appellerais l'épreuve de la culture du gouvernement. Comment le tournant de mars 1983, notamment, n'a pas été expliqué, n'a pas été rationalisé. D'où, à partir de ce moment-là, le danger couru et le danger qui n'a pas été évité de voir le réalisme politique se substituer à une vision proprement politique. Commençons donc par le premier point, ce que j'appellerais le piège du prolongement politique des idées. Au début des années 1970, je l'ai déjà dit, on ne parlait pas encore de deuxième gauche. Le vocable ne sera forgé que, comme je l'ai dit à deux reprises, en 1982, avec la publication du livre d'Hervé Hamon et Patrick Rothman qui porte ce titre. Si la CFDT se référait alors à un socialisme autogestionnaire et pouvait être considérée à l'époque comme son porte-drapeau, elle pensait en même temps qu'il fallait que cette perspective trouve une expression politique dans le pays pour peser vraiment. Il y avait certes un parti qui s'en faisait alors le héros, le PSU. Il comptait comme adhérents ou comme sympathisants de nombreux responsables de la CFDT. Edmond Maire était par exemple de longue date un ami de Michel Rocard. Mais le PSU n'était qu'une force tout à fait secondaire, dont l'aura s'était en outre estompée au fur et à mesure qu'on s'éloignait de 1968. Il avait ainsi perdu en quelques années la moitié de ses adhérents, entre 68 et 72-73. La tendance maoïste d'Alain Badiou et Emmanuel Terray ayant alors fait sécession, ainsi que son courant trotskiste qui avait rejoint la Ligue communiste révolutionnaire d'Alain Krivine. N'oublions pas que le PSU, dans l'après 68, est un courant qui est composé à la fois de personnes, je dirais, exprimant en quelque sorte la dimension libertaire de mai 68, mais aussi de personnes regroupées en courant qui exprimaient sa dimension davantage gauchiste, presque organisée. En même temps, le poids électoral du PSU était devenu insignifiant. Il n'avait recueilli que 2% des suffrages aux législatives de 1973, au lieu de 4% à celles de juin 1968. Alors qu'au même moment, le nouveau Parti socialiste d'Épinay, qui venait d'être refondé en 1971, pesait tout de même 20% des suffrages, et que les communistes pesaient vers 21-22%. La CFDT, dans ces conditions, pensait qu'elle ne pouvait plus se satisfaire de sa sympathique proximité intellectuelle avec le PSU. Elle pensait que la sensibilité autogestionnaire devait trouver un répondant politique plus puissant pour se fortifier. Et elle commença donc à faire pression sur Michel Rocard et ses amis pour qu'ils rejoignent le Parti socialiste et constituent en son sein une force intellectuellement structurante. Rocard, de son côté, voulait sortir le PSU de sa marginalité, sentant que celui-ci était arrivé en fin de cycle. Et cette convergence
à la fois de l'attente de la CFDT d'avoir un répondant politique plus large que le PSU et de Rocard de sortir de sa marginalité, avait convergé, avait suscité l'intérêt de Pierre Mauroy, qui dirigeait alors l'un des courants importants du Parti socialiste. D'esprit jaurésien, ce responsable du Nord voulait en effet contribuer à la réunification des socialistes que le Congrès d'Épinay n'avait fait que réaliser en partie, puisque justement substituait le PSU. Le PSU, je le rappelle, qui était issu en 1960 d'un parti socialiste autonome, PSA, qui était une scission de la SFIO, effectuée en 1958 pour protester contre la politique algérienne de Guy Mollet. Donc c'était la sequelle, je dirais, véritablement de cette période, en même temps que substituait tout un ensemble de petits clubs qui n'avaient pas adhéré à la réunification d'Épinay. Ce patron, Pierre Mauroy, de la Fédération du Nord, c'est une fédération encore où il y avait beaucoup d'adhérents ouvriers dans le Parti socialiste à l'époque, souhaitait par ailleurs que le PS se rapproche davantage des classes populaires. Et l'ouverture à la CFDT l'intéressait pour cela. Et en termes plus tactiques, il le dira ensuite, il avait aussi envie de réduire le poids du CRS qu'il trouvait à la fois dogmatique et manœuvrier. C'est ainsi que se retrouvèrent périodiquement, du printemps 1973 au printemps 1974, de façon bien sûr très informelle, sinon secrète, des représentants de la CFDT, du PSU et du courant mauroy du Parti socialiste pour explorer les possibilités d'entreprises convergentes. C'est dans cet esprit, je l'ai déjà mentionné l'événement, qu'avait été organisé début 1974 le colloque sur l'autogestion, qui regroupait à la fois des socialistes, des militants gauchistes aussi de l'Alliance marxiste révolutionnaire, des centres d'initiative communistes et bien sûr de la CFDT. Il avait aussi été envisagé de façon assez avancée de publier une revue commune. Je le sais puisque j'aurais été un des rédacteurs en chef de cette revue. Et c'est le décès de Georges Pompidou qui va précipiter les choses, car on va être dans la situation où une élection présidentielle va être organisée au printemps 1974. Et le score de François Mitterrand, qui recueillera plus de 49% des suffrages au deuxième tour de l'élection, lui donnera une force et montrera qu'il y a des perspectives nouvelles rendant crédible une future victoire de la gauche. Je signale d'ailleurs que cette élection est celle qui, depuis le suffrage universel, a battu le record du taux de participation. C'est l'élection, en 1974, il y a eu 87% de votants, taux qui n'a jamais été retrouvé depuis. Et au lendemain donc de ce qui avait été une progression importante, mais tout de même une défaite électorale, même si c'est une courte défaite, François Mitterrand avait appelé les socialistes de toutes origines à se retrouver pour partir, je cite ses propres termes, vers une étape nouvelle. Et il avait évoqué la nécessité de prendre en compte les thèmes, je le cite, développés par ceux qui se réclament du courant autogestionnaire dans ses composantes syndicales et politiques. C'est un appel du pied direct, évidemment, à la CFDT et au PSU. Quelques heures après ce communiqué, le PSU répondait positivement et la CFDT invitait le lendemain ses militants à apporter, je le cite, leur contribution à la naissance de la grande force socialiste dont le mouvement ouvrier a besoin pour développer un projet démocratique et autogestionnaire. La presse, surprise par cette simultanéité, avait émis l'hypothèse d'une opération d'appareil. C'était effectivement le cas, car l'empressement à répondre à l'appel de François Mitterrand résultait de la concertation entre les trois forces précédemment mentionnées. Le texte de la déclaration de Mitterrand ayant même été directement glissé sur le bureau du premier secrétaire par Pierre Mauroy, qui en avait préalablement discuté les termes avec Rocard et la CFDT. Ce fait que je détiens dans mes archives, que je communiquerai bientôt au Collège de France, la déclaration de Michel Rocard, la déclaration de François Mitterrand, écrite de la main de Michel Rocard. Et 2 semaines plus tard, un ensemble de syndicalistes et de membres d'associations lançaient de leur côté un appel au développement d'une grande force socialiste.
C'était surtout des militants syndicaux, beaucoup de la CFDT, mais aussi tout un ensemble de militants d'organisations de consommation, d'organisations du cadre de vie, ou aussi du MLAC, le mouvement de libération pour l'avortement et la contraception, qui venait d'être créé à cette période. Et c'est dans le prolongement de ces différentes initiatives qu'allait être organisée en octobre 1974 ce qu'on a appelé les Assises du socialisme, regroupant plusieurs milliers de militants et de responsables du Parti socialiste, bien sûr, de la partie du PSU qui avait suivi Rocard, je dis bien de la partie seulement, parce qu'à l'époque, il y a simplement eu la moitié du PSU qui a suivi Michel Rocard dans cette fusion avec le PS, ainsi bien sûr que des militants associatifs et syndicaux qui ont formé ce qu'on appellera la troisième composante. Et le document final de la rencontre soulignait que l'autogestion devait être la clé de voûte du socialisme démocratique. Et le Parti socialiste, ainsi élargi, prolongera la démarche en organisant l'année suivante, en juin 1975, une convention sur l'autogestion qui débouchera sur l'adoption d'un texte théorique, les 15 thèses sur l'autogestion. Et le Parti socialiste mettra en même temps davantage en avant son slogan « Changer la vie », qui avait été le nom donné au programme adopté en 1971 par le Parti socialiste. Et si Mitterrand avait acquiescé à la perspective de ce qu'il voyait alors comme un simple processus d'élargissement du PS, qui renforçait donc les chances de la victoire de la gauche aux législatives de 1978 et à la présidentielle de 1981, les rocardiens n'avaient pas vu les choses de la même façon, puisqu'ils avaient parlé, eux, de dépassement des organisations existantes, et qu'ils avaient indiqué qu'ils ne sauraient pas s'intégrer simplement dans l'actuel Parti socialiste. De son côté, Edmond Maire avait évoqué la création d'un parti socialiste ouvrier de masse, dans lequel les militants syndicaux et ouvriers se trouveraient naturellement à leur place. Tandis que Jacques Chérec, qui était le secrétaire général de la Fédération de la métallurgie CFDT, avait rêvé tout à l'époque d'un parti dans lequel il y aurait plusieurs dizaines de postes de députés réservés à des candidats ouvriers. C'était le retour au grand thème des années 1860, les candidatures ouvrières. Les choses se résumeront in fine beaucoup plus prosaïquement à un simple élargissement du PS. Celui-ci adoptant en simple contrepartie un langage à la tonalité plus autogestionnaire dans ses différents textes. Ce n'était évidemment pas rien, mais cela restait peu de choses. Et cet épisode laissera d'ailleurs beaucoup de traces dans la CFDT, qui s'était engagée dans une entreprise, disons, politique, pour des résultats qui pouvaient être discutés. Et la grande espérance de voir élus au Parlement des ouvriers avait notamment été déçue, puisque seul un électricien de Pont-à-Mousson, Yvon Tondon, se verra proposer d'être candidat aux législatives de 1978 et sera élu. Il sera le dernier ouvrier à siéger sur les bancs socialistes au Palais Bourbon. Je retiendrai pour ma part 3 leçons de cet épisode dans lequel j'ai été très engagé, puisque j'étais à l'époque, en quelque sorte, la petite main organisatrice du côté de la CFDT. La première de ces leçons, c'est qu'avoir des ambitions dans un parti politique, pour un parti politique, n'a de sens que si on est prêt à faire l'investissement que représente, l'investissement lourd, si je puis dire, que représente la conquête d'un appareil ou la constitution en son sein d'un rapport de force significative. Après les assises de l'automne 1974, c'est ce qu'ont fait les rocardiens. Ils se sont battus pour conquérir des places au comité directeur, au secrétariat, dans toutes les instances, et obtenir, bien sûr, des mandats électifs, en y passant les jours et les nuits qu'il fallait, en nouant les alliances qui étaient nécessaires et en faisant tous les compromis inévitables dans un tel cas. Les représentants associatifs et syndicaux, ceux qu'on appelait de la troisième composante, à qui avaient été réservés quelques sièges au comité directeur, à la suite de ces assises, n'avaient, eux, qu'une ambition militante. Ils étaient désintéressés et ne cherchaient pas des postes, d'une certaine façon. Mais ils ont du même coup été vite balayés. Le seul syndicaliste à avoir été nommé secrétaire national du Parti socialiste à l'époque était un ouvrier métallurgiste, un ancien permanent de la CFDT. Mais comme il n'était inséré dans aucun courant, il avait vite été marginalisé. Il faisait figure d'ovni dans le petit monde assez homogène de la rue de Solferino. Et il n'avait par exemple intéressé personne
en proposant de mettre en place un réseau d'information sur les conflits sociaux. Et découragé, il avait fini par démissionner, sans que cela interroge qui que ce soit, et de telle sorte que personne ne songera à le remplacer, y compris chez les rocardiens. C'est la différence considérable qu'il y a entre un militantisme associatif ou syndical qui vise à des actions concrètes et un militantisme politique souvent miné par des enjeux de pouvoir, des querelles sémantiques et qui sont justifiés par le sentiment plus grisant de faire l'histoire ou de participer à une grande saga dans le sillage d'un leader. Et nous serons nombreux à en faire l'amer constat. Le premier d'entre eux étant Edmond Maire, qui dira « J'avais rêvé à cette époque d'un parti qui fut simultanément un parti pour l'État et la société. Eh bien, François Mitterrand m'a fait faire en politique un progrès considérable, je ne rêve plus. » Deuxième raison politique, c'est que le socialisme autogestionnaire avait d'abord été une idée diffuse dans la société, partagée avec ce qu'implique une idée diffuse, c'est-à-dire des formulations, des niveaux d'analyse très différents, même si cette idée avait tout de même ses avocats et ses soutiens, des écrits qui essayaient de la thématiser. À partir de 1974, on peut dire que ce socialisme autogestionnaire avait entendu incarner un courant, au sens très générique du terme, de force constituée et de capacité à peser dans l'opinion. Jusque-là, pourrait-on dire, pas de problème. Le mouvement suivait le cours normal d'idées qui cherchent à s'enraciner. Puis, ce courant autogestionnaire diffus est progressivement devenu identifié à un courant rocardien. Et c'est là que les difficultés ont commencé pour lui. Le tournant a été pris au congrès de Nantes, en juin 1977. C'est dans le cadre de ce congrès que Rocard avait prononcé son fameux discours sur les deux cultures. Tout ce que contenait ce discours m'était familier, puisqu'il était dû à la plume de Patrick Vivray, avec qui je venais de remettre à notre éditeur le manuscrit de « Pour une nouvelle culture politique ». Le discours de Rocard étant, en quelque sorte, une traduction politique de notre ouvrage. Et le discours avait cloué au pilori la tradition étatique, jacobine, centralisatrice, nationaliste, protectionniste, et je passe tous les adjectifs qui voulaient donner une leçon de marxisme anti-guédiste et anti-léniniste aux congressistes. Je ne pouvais bien sûr qu'applaudir sur le fond, mais j'ai en même temps vite commencé à percevoir le danger qui allait en découler. Les idées autogestionnaires allaient en effet rapidement commencer à être parasitées en étant ramenées à des stratégies de pouvoir et à des affrontements de personnes. J'ai alors pris conscience que nous avions fait fausse route en voulant donner un débouché politique à nos ambitions intellectuelles et en nous proposant de leur trouver un champion. Elles allaient en effet s'en trouver au contraire fortement affaiblies. Il y avait à travers tout cela de vrais enjeux de société portant sur la définition d'un projet moderne d'émancipation. Mais ces enjeux ont été en quelque sorte secondarisés en étant surdéterminés par les rivalités de personnes entre courants et entre personnalités. Cela m'avait conduit du même coup assez vite à prendre mes distances. Et si j'avais personnellement participé au congrès de Pau du Parti socialiste en janvier 1975, je n'aurais ensuite plus envie d'assister à ce type de rencontre. J'étais heureux du travail que je faisais à la Revue Faire, j'étais même solidaire de mes amis rocardiens et toujours lié d'amitié avec Michel Rocard lui-même, mais je ne pouvais pas me sentir comme, entre guillemets, étant de la famille, aussi fortement que cela avait été le cas pendant mes années passées à la CFDT. Et c'est à partir de ce moment que j'ai compris que les idées ne peuvent être fortes, c'est-à-dire productrices d'effets, que si elles existent de façon autonome. Si elles valent pour elles-mêmes, avec leur puissance intrinsèque, si elles deviennent, en un mot, des forces matérielles qui s'imposent dans les têtes. Et c'est bien cela le sens du terme hégémonie, que des idées deviennent des forces matérielles qui s'imposent dans les têtes. L'aliénation, c'est au contraire quand on a les idées de l'adversaire dans la tête. Et c'est ce qui m'a conduit à vouloir me consacrer totalement au travail intellectuel dès ce moment-là. Et ce d'autant plus que je voyais trop peu de personnes autour de moi qui étaient prêtes
à considérer cet investissement comme prioritaire. Cette orientation avait aussi, il est vrai, été confortée par des variables circonstancielles, renforçant ma volonté de prendre mes distances avec ce monde politique. J'avais prévu de quitter la CFDT à la fin de 1977, où j'étais rentré à l'automne 1969, parce que je ne voulais pas devenir un apparatchik syndical, même si on me proposait de prendre de nouvelles responsabilités. Cela aurait en effet été contradictoire, je pensais, avec les idées que je défendais. Mais c'était le moment où se profilaient les législatives de 1978. Et on m'avait pressenti comme candidat dans 2 circonscriptions en tant que tête nouvelle, on en cherchait alors beaucoup, dont on commençait un peu à parler. C'était l'époque où les choses bougeaient et où la gauche pouvait espérer gagner de nombreux sièges. J'étais a priori peu tenté, jugeant plus efficace, comme je viens de le dire, de me consacrer uniquement au travail intellectuel. Mais c'est un événement fortuit significatif qui me consolidera radicalement et définitivement dans ce choix. C'était à l'automne 1977, alors que je parcourais le pays pour répondre aux invitations qui m'étaient faites de présenter l'ouvrage pour une nouvelle culture politique. Comme souvent dans ces cas-là, on enchaîne des réunions de militants, des rencontres en librairie et des rendez-vous avec des journalistes locaux. Et j'étais un samedi dans l'Aveyron à Decazeville. Et juste avant de voir ces journalistes locaux, le responsable départemental, le responsable fédéral, on dit, du Parti socialiste, m'avait glissé « Surtout, si on te pose la question de l'avenir de la mine, dis bien qu'un pouvoir de gauche ne la fermera jamais. » C'était une question dans l'air, et je savais bien que c'était une promesse qui ne reposait sur rien. Cela n'a pas manqué. Après les questions rituelles sur la perspective électorale, l'avenir du socialisme, etc., celle sur la mine est arrivée. Le responsable socialiste me regardait droit dans les yeux, et j'ai répondu avec assurance que la gauche la maintiendrait évidemment en activité. Le seul fait de venir de Paris donnait alors une forme de vague autorité à la parole, et tout le monde avait été très satisfait de ma ferme réponse. Mais je l'ai fait tout en ayant immensément honte et en me jurant intérieurement que c'était la première et la dernière fois de ma vie que je disais quelque chose comme ça. Je m'étais reconnu comme psychologiquement, définitivement inapte au métier politique. Et je jugeais trop aléatoire l'investissement pour porter remède à cet état de choses, le travail intellectuel me semblant ouvrir de plus sûres et plus solides perspectives. Troisième mécanisme politique, c'est que les affrontements internes au Parti socialiste m'ont aussi fait toucher du doigt les mécanismes par lesquels les idées s'appauvrissent et se dégradent quand elles sont liées à des conflits de personnes ou à des rivalités de pouvoir. Et l'appréhension de la question de l'autogestion en a constitué pour moi un exemple emblématique. Jusqu'aux assises du socialisme, le CRS avait construit son identité à l'intérieur du Parti socialiste en se faisant le champion de l'autogestion. Au mot à ses yeux galvaudé de démocratie, il fallait pour le courant de Jean-Pierre Chevènement substituer celui d'autogestion et comprendre celle-ci comme la forme d'une démocratie réelle et non plus formelle dans tous les domaines de l'activité sociale. L'autogestion était ainsi appréhendée et théorisée par le CRS, il a consacré de nombreux écrits de la période, après 1971, comme le système de la démocratie absolue, un système dont la modernité était attestée, je cite le titre d'un texte du CRS, parce qu'elle était située entre Marx et Marcuse. Et dans un article du Monde, le leader du CRS estimait ainsi, avant le lancement des discussions sur le programme commun, que la construction du socialisme devait reposer sur 3 piliers, l'autogestion, la décentralisation et le pluralisme politique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la CFDT avait de nombreux contacts et très rapprochés avec le CRS à l'époque. Et le CRS considérait comme fondamentale, je le cite, l'idée qu'on ne fait pas le socialisme seulement en partant d'en haut, mais aussi d'en bas, et en disant même que cette question met en jeu 2 conceptions, 2 approches différentes du socialisme. Et les proches de Michel Rocard ne pouvaient qu'approuver toutes ces affirmations. Mais tout changera radicalement avec l'entrée de ces derniers dans le Parti socialiste.
L'autogestion rocardienne était alors devenue suspectée de tous les maux. Sous couvert d'autogestion renaissent maintenant tous les fantômes oubliés, dira Serres, et qui accusera le courant des assises d'être particulièrement sensible à l'idéologie dominante, se mettant à qualifier les rocardiens, je cite, de gauche américaine, de néo-travaillistes, de petite gauche façon rive gauche, et disant dorénavant le projet autogestionnaire ressemble surtout à une démarche christiano-champêtre. C'est peu de dire que le débat intellectuel était devenu secondaire et qu'il avait cédé la place, effectivement, à un affrontement très rude pour les postes et les places entre personnes et entre courants, qui étaient fondés sur des sensibilités qui étaient devenues différentes, mais qui étaient en même temps, cette différence, détachée de toute recherche d'un compromis et d'une discussion commune. On peut dire que de cette façon, il y avait dans le Parti socialiste une manière d'avoir une différenciation que je dirais caricaturale. On voyait que dans la mesure où des idées se confondent avec des courants et des personnes, leur distinction n'est plus simplement celle d'un débat, mais elle est celle d'une conquête pour des places. Et on voyait symétriquement la vieille garde qui était guédiste du parti encore, se conforter dans son dogmatisme en mettant en avant sa vision d'une collectivisation des moyens de production comme une réponse adéquate à la suspicion de dérive des rocardiens. Et des discussions internes au parti dont l'enjeu était toujours in fine un arbitrage électoral, car c'est comme ça que les choses se passent dans un parti politique. L'enjeu d'une discussion, c'est toujours un arbitrage pour des postes entre des courants et qui reproduit de la sorte mécaniquement les travers de l'électoralisme, à 100 lieues de toute possibilité de véritable confrontation intellectuelle. On peut parler dans ce cas d'une loi de différenciation caricaturale des positions qui est fondée sur leur réduction à de simples slogans et qui constitue en retour des éléments de langage et d'analyse en simple idéologie. En simple idéologie, c'est-à-dire en discours morts, qui sont inopérants à saisir le monde pour le transformer, mais idéologies qui sont capables de constituer et de conforter des identités et d'entretenir, bien sûr, des oppositions, voire des haines et des préjugés. À l'inverse de cette loi de différenciation caricaturale, qui ne cherche en aucune manière à distinguer ce qui relève de simples malentendus et de ce qui est de l'ordre de véritables divergences. C'est-à-dire que même le but de la discussion intellectuelle, c'est en permanence de distinguer ce qui est de l'ordre des malentendus et ce qui est de l'ordre des divergences. Alors que lorsque joue cette loi de la différenciation caricaturale, au contraire, on joue en permanence sur la superposition équivoque de ces deux catégories. Et on peut repérer en même temps un autre mécanisme qui est à l'œuvre en politique, à côté de cette loi de différenciation caricaturale, c'est les mécanismes de constitution des convergences floues. En matière d'autogestion, cela avait été le cas avec l'évolution des positions du Parti communiste en la matière. Au début des années 70, le Parti communiste avait mené fermement la bataille contre l'idée d'autogestion, en disant qu'elle était la pagaille, que c'était un terme brumeux, ambigu, le vecteur d'une troisième voie suspecte. Et à partir de 1974, le Parti communiste, prenant conscience de l'impact et du succès public du terme, finira par dire qu'au fond, il n'a pas le fétichisme des mots, et que la perspective autogestionnaire, autrement dit, n'est que la vision d'un socialisme réalisé, et de ce que le marxisme avait appelé le dépérissement de l'État. Et donc, qu'il n'y a pas de différence de fond, mais simplement d'incompréhension sémantique. Et le Parti communiste dira, nous sommes prêts même à nous faire les champions de ce qu'ils appelleront, en un terme peut-être problématique, l'autogestion nationale. Dans ce cas, c'est sur le mode d'un consensus dissolvant que se produit l'évitement de l'affrontement intellectuel. Différenciation caricaturale et consensus dissolvant. Il y a là deux manières distinctes
mais finalement convergentes, d'éliminer le réel dans l'esprit au lieu de réduire l'inintelligible dans l'objet. Je répète, cette formulation que j'emprunte à l'un des fondateurs de la sociologie des partis dans son essai « Les sociétés de pensée et la démocratie moderne » de 1921, qui est d'Augustin Cochin, en disant que la discussion idéologique, c'est justement celle qui repose sur le fait qu'on veut éliminer le réel dans l'esprit au lieu de réduire l'inintelligible dans l'objet. Et c'est bien ça, effectivement, ce qu'on peut dire des discussions qui sont d'ordre idéologique et non pas d'ordre intellectuel, puisque les discussions intellectuelles ont justement pour but de rendre une plus grande intelligibilité aux choses et de prendre le risque, justement, de comprendre véritablement l'essence des divergences. La deuxième cause qui va expliquer l'essoufflement politique, c'est donc les conditions de la victoire de 1981. Les idées de mai avaient été, d'un certain point de vue, défaites dans les urnes avec le raz-de-marée de 1968. Mais en même temps, ce serait une vision trop simpliste que de l'affirmer, parce que ce sont en effet les partis traditionnels de gauche qui avaient été battus dans un contexte de peur sociale. Et même si le PSU n'avait alors réussi qu'une modeste percée électorale, la société, elle, avait bien été durablement ébranlée. Et les idées de mai vont faire en profondeur leur chemin dans les écoles et dans les usines, dans les tribunaux et dans les hôpitaux, comme au sein des familles et des couples. Mais une sorte de fossé mental apparaîtra dans les années 1970 entre les conditions programmatiques de la reconstruction des forces de la gauche parlementaire et l'état des esprits chez les héritiers de mai au sens le plus général du terme. Et le contenu du programme commun de gouvernement signé le 12 juillet 1972 entre le Parti communiste, le Parti socialiste et les radicaux de gauche l'a illustré de façon exemplaire. Il faut rappeler certains éléments de son contexte d'élaboration pour en apprécier le contenu et la portée. C'est d'abord celui d'un certain rapport des forces entre le Parti communiste et ses alliés. Si François Mitterrand a clairement eu le projet d'en renverser les termes dès la refondation d'Épinay, puisque dans une rencontre socialiste à Vienne, il dira que sa stratégie est celle de la réduction du Parti communiste, les choses n'avaient pas du tout commencé à bouger, bien sûr, en 1972. Tant par son nombre de militants que par son implantation sur le terrain ou ses scores électoraux, le Parti communiste était doté d'un poids considérable et qui n'était pas comparable à celui du Parti socialiste. Et aux législatives de 1973, le Parti communiste obtiendra un peu plus de voix que le PS et les radicaux de gauche réunis. En 1972, par ailleurs, on était encore dans l'avant-choc pétrolier de 1973. C'était encore la période des taux de croissance entre 5 et 6%. Taux de croissance qui donnait, selon une formule de l'époque, du grain à moudre. Et François Mitterrand, qui voulait aboutir à un résultat rapide, avait par ailleurs eu l'habileté de confier la négociation du programme au leader de l'aile gauche de son parti à l'époque, Jean-Pierre Chevènement, ce qui rassurait les communistes. Si l'on ajoute que le premier secrétaire du Parti socialiste avait le génie tactique plus que le souci des idées, un de ses amis prétendra même qu'il lui avait dit qu'il n'avait pas lu, et qu'il considérait comme secondaire les questions économiques, on comprend qu'il a accepté un programme économique et social d'une facture de gauche très traditionnelle. Dès lors que les principes de la démocratie pluraliste et représentative et la défense des libertés avaient été reconnus par le Parti communiste. Et c'était pour lui les variables décisives, qui visaient à conjurer à ses yeux tout risque d'un dérapage autoritaire d'une expérience de gauche. Donc je rappelle qu'à cette époque, c'est encore une variable à prendre en compte, c'est ce risque de dérapage autoritaire d'une expérience de gauche était en permanence mis en lumière et agité par les différents partis de droite. Le projet de nationalisation
constituait le cœur de ce programme commun en termes de réformes structurelles. Il était ambitieux, puisqu'il prévoyait de nationaliser la totalité du secteur bancaire et financier, ainsi que les groupes et les entreprises industrielles qui avaient une fonction stratégique, que celles-ci remplissent des fonctions collectives ayant un caractère de service public, qu'elles contrôlent de fait une branche de l'économie, ou même qu'elles soient alimentées en grande part par des fonds ou des commandes publiques, ou même simplement qu'elles soient de grande dimension. Tous ces critères avaient donc été mentionnés pour définir la sphère des nationalisations industrielles. Le PS d'ailleurs en précisera la liste plus tard en nommant de façon directe les entreprises Dassault, Roussel-Uclaf, ITT, C2I Honeywell-Bull, Péchinet-Ugine-Kuhlmann, Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, la CGE, Thomson-Brandt, Rhône-Poulenc. Quand on voit cette liste, il est d'ailleurs intéressant de voir que sur ces 9 entreprises, il n'y en a plus que 2 qui subsistent. Toutes les autres ont été soit absorbées, soit ont disparu. Ces nationalisations, elles s'inscrivaient dans une très longue histoire. Elles renvoyaient directement à l'esprit du Conseil national de la résistance et au programme de ce CNR de 1944. Et elles avaient dans cette mesure une connotation républicaine, autant que socialiste ou communiste. Ces nationalisations de la libération avaient été à la fois considérées dans certains cas comme des sanctions dans le cas d'entreprises qui étaient considérées comme ayant collaboré avec l'occupant, c'était le cas de la régie Renault, enfin de l'usine Renault qui sera nationalisée sur le mode d'une sanction, et d'autre part, c'était aussi considéré comme des moyens de relance économique, et les nationalisations avaient enfin une portée d'ordre moral et psychologique. Elles avaient symbolisé la volonté de l'époque d'établir un nouveau rapport entre l'économie, la société et l'État. De Gaulle dira à leur propos « La nation saura faire en sorte que toutes les ressources économiques de son sol et de son empire soient mises en œuvre non pas d'après le bon plaisir des individus, mais pour l'avantage général. S'il existe encore des Bastilles, qu'elles s'apprêtent de bon gré à ouvrir leurs portes. Car quand la lutte s'engage entre le peuple et la Bastille, c'est toujours la Bastille qui finit par avoir tort. » Ce langage gaulliste était à la fois un langage social et un langage républicain, qui donnait donc à ces nationalisations, véritablement le fait d'être considérées comme un produit de l'esprit de la résistance, disons. À l'époque, les nationalisations renvoyaient aussi en partie à la mémoire du Front populaire, même si le Front populaire n'aura nationalisé véritablement que les entreprises, enfin un certain nombre d'entreprises fabriquant des produits militaires. Elles renverront aussi à d'anciennes propositions de Jaurès dans les années 1890 ou à des formulations de la CGT, je vais en parler dans une minute, après 1918. Et certains avaient aussi, dans un esprit républicain, gardé en tête la fameuse apostrophe de Jules Guesde, qui disait « Notre objectif est de républicaniser la propriété, comme le tiers-État autrefois a républicanisé le pouvoir. » Mais toute cette histoire à laquelle on se référait au moment de la libération, elle restait dans le flou. Et tout s'est alors passé comme si on avait oublié en grande part les anciens et les riches débats sur les enjeux de la gestion tripartite, État, direction et représentants des salariés, les débats et les enjeux sur les limites de la notion d'État-patron, la perspective évoquée autrefois aussi de gestion autonome au service de la collectivité, ou encore le rapport entre nationalisation en régime encore capitaliste et objectif socialiste d'une collectivisation des moyens de production. Cela avait été les grands débats au tournant du XXe siècle. Et pour bien comprendre le type d'imaginaire politique auquel renvoyait alors dans
au moment de la Libération, l'idée de nationalisation, il faut rappeler ces différentes conceptions qu'il avait historiquement sous-tendues et qui restaient dans les têtes, même si c'était parfois de façon vague. Le point intéressant à rappeler, c'est que c'est dès la fin des années 1870 que l'idée de nationalisation était apparue, à un moment très précis. C'était celui des conflits qui opposaient les mineurs et les grandes compagnies minières. Et l'historienne Michèle Perrault parlera à propos de ces grandes grèves, qui laisseront vraiment une trace dans le Nord très importante, de grève de l'espérance républicaine. Le terme grève de l'espérance républicaine était significatif, parce que le projet d'un retour des mines à la nation avait alors été considéré comme une mesure de défense républicaine. Car la répression des compagnies qui faisaient la chasse aux ouvriers laïcs et républicains était attribuée au fait que leurs dirigeants étaient des royalistes et des catholiques. Donc, ce n'est pas le capitalisme d'abord que l'on attaquait, mais c'est le fait que ces entreprises étaient des entreprises royalistes et catholiques. Et c'est ce que soulignera une enquête parlementaire célèbre, parce que son rapporteur a été Clemenceau, qui était une enquête parlementaire menée juste après le conflit, la grande grève aux mines d'Anzin en 1884. Et dans ce rapport parlementaire, Clemenceau avait insisté en superposant la notion de capitalisme et celle de royalisme. C'était le moment aussi, il faut le rappeler, quelques années simplement, après la levée de l'hypothèque d'un retour de la monarchie en France. Donc on est vraiment dans la période où la question monarchie-république est encore très présente. Et c'est aussi la vision que défendra au Sénat une des grandes figures de la gauche républicaine, Tolain, qui était un ancien ouvrier proudhonien et qui avait été l'auteur du fameux Manifeste des 60. Le Manifeste des 60, qui avait été publié en 1864, et le manifeste d'ouvriers demandant une représentation spéciale des ouvriers au Parlement, disant « Nous ne sommes pas représentés si seuls les avocats et seuls les journalistes sont élus députés ». Donc ce manifeste ouvrier, le manifeste des 60, avait donné à Tolain une stature nationale comme représentant du monde ouvrier très forte. Et les républicains lui permettront d'avoir un poste de sénateur. Et voilà ce qu'il a dit devant le Sénat, en parlant du statut des mines. Le statut des mines qui était lié à une loi de 1810 sur le sous-sol, qui autorisait les concessions perpétuelles. Et voilà ce que dira Tolain. La loi de 1810 a livré toutes les richesses houillères de la France à des collectivités de capitalistes qui les ont exploitées à leur profit exclusif et sans le moindre souci de l'intérêt général. Nous sommes livrés pieds et poings liés à la merci d'une oligarchie financière et royaliste. Les événements d'Anzin ne sont que des incidents de la compagnie orléaniste faisant référence évidemment à la droite orléaniste, poursuivie contre la République. Non seulement la compagnie veut conserver la dictature dont elle est en possession depuis 1810, mais encore, continue Tolain, elle tient à prouver à tous les mineurs du Nord que la République est impuissante à les protéger. C'est une citation exemplaire, parce que c'est parce qu'il est royaliste, c'est-à-dire étranger à la nation et à la République, que le capital privé devait être, pour Tolain, exproprié. Le capital privé était ainsi directement perçu comme le signe d'une permanence de l'Ancien Régime dans la nouvelle société républicaine. Et c'est en ce sens que l'émergence de l'idée de nationalisation a été, en son origine, indissociablement républicaine et socialiste. À côté de cette vision républicaine, donc encore fort vague des nationalisations, Jean Jaurès, à la fin, au milieu des années 1890, soulignera qu'il faut les comprendre autrement, qu'il faut les comprendre comme des modalités spécifiques de gestion d'une propriété publique. Dans une série d'articles qu'il publiera en 1895 et 1896 dans la Revue socialiste,
sur le thème de l'organisation socialiste, il sera l'un des premiers à réfléchir sur les modalités et la portée pratique de la prise en charge par l'État de certains secteurs économiques. Et comparant la situation des cheminots du réseau d'État à ceux employés par les compagnies privées, à l'époque, il y avait une seule compagnie privée, c'était le réseau de l'Ouest. Tout le reste, c'était des compagnies... Non, une seule publique, c'est le réseau de l'Ouest, tous les autres étaient des compagnies publiques. Et Jaurès avait fait la remarque suivante. Il dit, lorsque l'État est actionnaire, il s'interdit bien sûr certains abus de détail, certains surmenages, aussi mesquins qu'odieux, que se permettent les compagnies privées. Mais, dit Jaurès, dans l'ensemble, l'État administre selon les mêmes principes. Il applique le même niveau de salaire, il essaie, lui aussi, d'amortir et de rémunérer le capital engagé en réduisant au minimum la part des salariés. Dans cette mesure, pour Jaurès, ces nationalisations n'avaient de sens que si elles s'accompagnaient d'un nouveau type d'organisation des entreprises. Sinon, estimait-il, je le cite, que les travailleurs peinent pour l'État, les départements, les communes ou les particuliers, c'est toujours la même chose. Que le patron s'appelle État ou Schneider, c'est toujours la même dépendance et la même misère. Et Jaurès lancera en conséquence l'idée d'une gestion autonome des nationalisations au service de la collectivité. Si la nation était propriétaire, elle devait pour lui déléguer l'exploitation à des groupements de travailleurs sous des conditions définies qui maintiennent entre tous, je le cite, une juste égalité. Jaurès, dans ses articles, parlait de décentralisation, d'autonomie des groupes, d'élection de responsables, et même, je le cite, d'une discipline nationale sans cesse maintenue sur les vastes groupements professionnels. Il voulait qu'en même temps qu'on pourrait développer des nationalisations, qu'on mette en place un Conseil national du travail qui comprendrait des délégués élus de toutes les corporations industrielles, commerciales et agricoles, mais aussi des représentants directs de la nation qui, je cite, dégagés de toute préoccupation corporative, seront les arbitres naturels des intérêts en présence. Et c'était donc esquissé le premier modèle de nationalisation distinct de l'étatisation classique. Sera forgée un peu plus tard la notion de nationalisation industrialisée dans les rangs syndicaux. C'est la CGT qui l'élaborera après la Première Guerre mondiale. Le Comité confédéral national du 13 décembre 1918 avait adopté un programme économique dit minimum qui notait, je cite, « La réorganisation économique ne pourra produire tous ses effets utiles que si la nation reprend, maintient ou établit son droit social sur la propriété des richesses collectives et des moyens de les produire ou de les échanger. Et puis, en outre, si elle confie la gestion autonome et contrôlée de ces biens aux départements, aux communes, aux coopératives, mais surtout à des organismes collectifs dotés de la personnalité civile et administrés par des représentants qualifiés des producteurs et des consommateurs. La nationalisation est alors conçue sur un mode bipartite et elle écartait toute intervention directe de l'État, en distinguant la propriété et la gestion. L'État était propriétaire, mais la gestion, c'était les producteurs et les consommateurs. Et le congrès de la CGT tenu à Lyon en septembre 1919 devait confirmer cette conception de ce qu'elle appelait la nationalisation industrialisée. Même si cette formule ne fit pas totalement l'unanimité dans les rangs du syndicat, car la minorité, qui était composée de ceux qu'on appelait les socialistes révolutionnaires, un petit noyau aussi d'anarchistes, un petit noyau aussi de personnalités guédistes, étaient ceux-ci opposés à un projet qui, à leurs yeux, renvoyait trop dos à dos les conceptions étatistes et les conceptions libertaires. Étatiste, c'est-à-dire la collectivisation, et libertaire, c'est la mine aux mineurs. De leur côté, la majorité des socialistes était réticente. Léon Blum, par exemple, critiquera dans l'Humanité, qui est alors le journal de la SFIO avant le congrès de Tours, l'idée de nationalisation industrialisée en prônant, lui, une intervention accentuée de l'État.
Et c'est pour tenter de surmonter ces oppositions que la position de la CGT évoluera vers la notion qui deviendra canonique de nationalisation tripartite, c'est-à-dire les entreprises nationalisées dirigées dans leur conseil d'administration des représentants de l'État, des producteurs et des consommateurs. Et c'est à l'occasion des grandes grèves du printemps 1920 que la CGT précisera cette conception, développée dans le grand projet de nationalisation des chemins de fer qu'elle publiera en mai 1920. Et la nationalisation sera à ce moment-là définie dans les termes suivants. Une entreprise est nationalisée lorsqu'elle n'est plus exploitée qu'en vue des besoins de la communauté et qu'elle n'a d'autre but que de procurer aux consommateurs le maximum d'utilité et d'économie. Et deux grands principes seront posés dans ce cadre. Le principe de pluralité des formes de nationalisation, en disant que la nationalisation peut revêtir des formes très diverses et très compatibles entre elles, la gestion coopérative, l'administration par l'État, par la municipalité ou même par des formes associatives. Et partout où il y a utilité publique, c'est la gestion tripartite qui doit l'emporter, avec donc un conseil d'administration qui est composé à part égale de ces différents représentants. Et c'est cette dernière conception technique de la nationalisation tripartite qui servira de fait de référence à la Libération. Donc ce sont les travaux menés dans le cadre de la CGT, malgré les remarques qu'auront fait par exemple la SFIO, qui donneront le cadre technique de ces nationalisations. Mais rester en même temps dans les têtes ce qu'avaient été les autres conceptions et les autres philosophies, avec la question toujours pendante de savoir qui est la nation et qui représente l'intérêt général. La nationalisation tripartite, elle visait à apporter une réponse en faisant du conseil d'administration l'organe de représentation et de composition de l'intérêt général. C'était en son sein, dans la confrontation entre les représentants des travailleurs, ceux des consommateurs et ceux de l'État, que l'intérêt général était censé se former, à la fois distinct des intérêts coopératifs ou corporatistes, disons, et des intérêts bureaucratiques. Et l'idée de nationalisation industrialisée était ainsi comprise comme une tentative de règlement, on pourrait dire, à la source de tous les conflits qui ne proviennent de points de vue qui sont fonctionnellement divergents entre les consommateurs et les producteurs, par exemple. Mais c'était une conception fragile car elle était toujours soumise à la possible concurrence d'une vision de l'État ou d'un pouvoir élu qui prétendrait, lui, représenter plus adéquatement l'intérêt général. Donc, entre l'idée de nationalisation tripartite et une conception de l'intérêt général définie par le pouvoir majoritaire ou de l'intérêt général défini, pourrait-on dire, par l'État en tant que fonctionnaire corporatiste de l'universel, étaient des visions en compétition. Mais ce flou restera ensuite entretenu. Et les références dans le programme commun, les références d'inspiration social-étatique ou de type social-républicain cohabiteront alors de fait sans heurts, sans que les questions soient éclairées et ces vieux débats remis sur la table avec ce qu'ils appliquaient aussi de rediscussion, de reprise. Et même avec des lectures beaucoup plus nouvelles et classiquement marxistes du développement des forces productives. On pouvait ainsi lire dans le traité marxiste d'économie politique, qui avait pour titre « Le capitalisme monopoliste d'État » de 1971 du Parti communiste, que par rapport au niveau atteint par les forces productives, les rapports de production sont en retard. Les nationalisations pourraient tendre à combler ce retard. Donc les nationalisations, là, n'étaient pas du tout interprétées dans la vision classique de la nationalisation tripartite, mais comme un moment de la réduction de la contradiction entre forces productives et rapports de production. Il y avait de la sorte un côté d'auberge espagnole dans cette élévation des nationalisations au rang de réforme pivot. C'est aussi ce qui les rendait aptes, par ailleurs, à cimenter l'union de la gauche. Elles ont constitué ainsi à la fois la force politique et la limite programmatique du programme commun. Si la CFDT avait approuvé les propositions sociales du programme commun, en termes d'augmentation du pouvoir d'achat, de sécurité sociale, de retraite, etc., elle avait aussi critiqué son inspiration étatiste et souligné que des nationalisations
qui resteraient dans les faits des étatisations, ne contribueraient ni à changer la vie au travail, ni à aller dans le sens d'un nécessaire éclatement des différents droits qui constituaient le droit de propriété. Et la CFDT dénonçait aussi indirectement le refus opposé par le Parti communiste au Parti socialiste de considérer les entreprises publiques comme des laboratoires expérimentaux de projets autogestionnaires. On a donc, à ce moment-là, pourrait-on dire, aussi en jeu une philosophie sociale qui a tendu à minimiser les partenaires syndicaux. L'Union de la gauche, sans se faire contre les syndicats, elle s'est faite en considérant que c'était les partis politiques comptables devant le pays à travers les élections qui avaient à défendre l'intérêt général, beaucoup plus que les syndicats eux-mêmes, qui pouvaient être et devaient être une force de soutien, une force d'appoint, mais qui n'était pas l'élément définissant l'intérêt général dans ces moments clés. On peut dire qu'au-delà des questions directement programmatiques, c'était aussi en quelque sorte l'esprit du programme commun, tel que le reflétait son langage et ses propositions, qui pouvait apparaître problématique, et qui l'était pour moi par exemple. 4 ans après 1968, il retournait d'un certain point de vue un peu en arrière. Il n'était plus question ni d'autonomie, ni de nouveaux modèles de développement, ni d'autogestion. Dans le programme commun manquait tout ce qui avait marqué les mouvements sociaux et les luttes ouvrières de la période, comme si elles n'avaient pas existé. Les luttes sur la hiérarchie, sur les nouvelles formes de travail salarié avec les ouvriers spécialisés, l'entrée des immigrés dans les conflits. Il apparaissait ainsi d'un certain point de vue comme sans âge, comme une sorte de compendium historique, au moment même où le régime giscardien proposait paradoxalement au pays une image de modernité. Et dans la perspective des élections législatives de 1978, il avait été prévu d'actualiser ce programme commun. Mais les deux principaux partis n'arriveront pas à un accord. Voyant en effet la montée en puissance du Parti socialiste en termes électoraux comme en nombre d'adhérents, le Parti communiste se montra en conséquence beaucoup plus exigeant en termes programmatiques pour compenser ce qu'il percevait comme un risque de déséquilibre politique. Alors qu'en même temps, on avait effectivement une évolution qui va être considérable d'un point de vue électoral, puisque la rupture de l'Union de la gauche en septembre 1977 va conduire aux législatives de 1978 une défaite et en 1981 à une victoire, mais dans laquelle le Parti communiste aura perdu beaucoup de voix, puisque Georges Marchais, qui sera le candidat contre François Mitterrand, enfin un des candidats contre lui au premier tour, ne recueillera plus que 15% des suffrages et que c'est l'élection qui marquera en quelque sorte son déclin électoral. Mais ce rapport au programme commun n'était pas le seul front auquel François Mitterrand avait porté attention. C'était plus encore l'ascension de Michel Rocard au sein du Parti socialiste qui l'inquiétait. Un Rocard qui avait toujours été critique vis-à-vis du programme commun et qui, fort des sondages en sa faveur, n'avait pas caché depuis le congrès de Metz en avril 1979 son désir d'être candidat à la présidentielle. Et à l'été 1980 encore, les sondages montraient que Michel Rocard avait la faveur des Français comparativement à François Mitterrand. Mais il décida pourtant de se retirer à l'automne, tenu, dira-t-il, par une promesse de 1979 de ne pas affronter le premier secrétaire du Parti socialiste. Même si, plus profondément peut-être, c'est ce que bon nombre de ses biographes ont estimé, c'est aussi par manque de décision, peur d'un combat incertain et d'un affrontement radical au destin. Et donc, il y avait à ce moment-là une victoire qui était paradoxalement une victoire avec un vieux programme. Et vu de la revue Faire, qui était alors mon port d'attache militant, les semaines qui ont suivi cette victoire de 1981 me firent une étrange impression. Car la question que me posaient immanquablement tous ceux que je rencontrais, c'était « Tu vas où, toi ?» Tu vas où voulait dire « Quel poste on t'a proposé ?» Ou plus souvent même « Qu'est-ce que tu fais pour aller à l'endroit que tu aimerais ?» Je n'y avais, à vrai dire, jamais pensé, je n'avais aucune envie d'y penser puisque j'étais déjà lancé dans mon travail de longue haleine. Mais beaucoup de personnes avaient alors trouvé bizarre et peut-être même suspect que je ne frappe pas aux portes
qui m'aurait été naturellement ouverte. Un jour, comme je manifestais une indifférence un peu trop visible à l'annonce d'une promotion qui semblait formidable à l'intéresser, je me suis entendu dire « mais c'est notre tour quand même ». Et de fait, les comités d'orientation et de rédaction de la revue Faire s'étaient soudain vidés. Ils ont fourni à la République alors un ambassadeur, Chine Martinet à Rome, 2 ministres, Rocard et Jean-Pierre Cotte, des directeurs de cabinet et des conseillers à l'Élysée, à Matignon, dans 8 ministères, et une cohorte de députés élus dans la foulée. Et je n'avais évidemment rien à reprocher à tous ceux qui s'affairaient pour tout cela, et j'espérais même qu'ils feraient du bon travail. Mais je me sentais en même temps appartenir à un autre monde, et avec Patrick Vivray, nous sommes retrouvés presque seuls au lendemain de la victoire dans les locaux de la revue Faire. Et c'est là que j'ai également pris conscience que le travail intellectuel devait exister de façon relativement autonome et qu'il y a une différence considérable entre le travail de pensée, pour échapper aussi à la loi des caricatures différenciatrices et des convergences floues que j'ai mentionnées tout à l'heure, mais pour échapper aussi à ce qui est de l'essence de la production partisane, qui est l'idéologie. Et un programme politique, dans le meilleur des cas, c'est souvent un pensum idéologique qui est canalisé par des prudences technocratiques ou un certain nombre de postures. Nous allons maintenant voir la troisième raison, je dirais, de l'essoufflement politique et probablement la principale, celle des conditions d'affirmation d'une culture de gouvernement. Avant de le faire, je voudrais rappeler que donc, ce cours va être le dernier cours de cette année. L'an prochain, le cours continuera et terminera la réflexion qui a été engagée cette année, et que donc dès la semaine prochaine, le séminaire commence avec comme premier invité François Hartog de l'École des hautes études, qui parlera et qui discutera avec moi sur le thème « La Grèce ancienne dans l'imaginaire politique moderne ». Pour ceux qui seraient intéressés, je signale aussi que notre collègue philosophe Claudine Tiercelin organise son séminaire sur le thème « Démocratie et connaissance » et que j'y donnerai une conférence le mercredi 29 mars, sur le thème de la démocratie au risque de la démagogie. Ce sera une réflexion sur les conditions d'exercice de la démocratie à l'âge de la post-vérité. Avant de continuer le cours et de terminer pour aujourd'hui, je voudrais aussi remercier toute l'équipe des régisseurs qui, autour de Gilles Debonne, permet d'organiser techniquement le fait que les cours soient reproduits dans plusieurs salles du collège et puissent être reproduits sur le site et puissent en même temps être reproduits sur France Culture, ce qui leur donne une audience accrue.